Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition du Sacré Numéro, déjà le quatrième épisode de notre saison 2021, qui va continuer à parler du Giro évidemment comme la semaine dernière, avec certaines réponses aux questions qu'on se posait la semaine dernière, avec d'autres interrogations sur la suite et la fin de ce Giro 2021. Et pour m'accompagner aujourd'hui, deux chroniqueurs, il y en a un qui fait sa première dans le Sacré Numéro, c'est Andrea, salut Andrea. Salut Romain, très content d'être parmi l'équipe du Sacré Numéro pour ma première. Enfin, ravi de t'accueillir, mon cher Andrea. Et puis Thibaut, qui a totalement raté l'horaire du sacré numéro. Mais ça y est, il est bien là, ça y est, Thibaut. Bonjour, moi je me suis mis pour le décalage horaire pour les JO, mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera pas Pardon. aujourd'hui. On a parlé la semaine dernière, c'est vrai que on a parlé de Julien Philippe qui n'allait pas au jeu de Tokyo. Le programme de ce sacré numéro, on va surtout parler du Giro, comme je vous l'ai dit. On va aussi parler du Critérium du Dauphiné qui commence dimanche. On va parler un petit peu de la start list, du parcours, etc. Pendant une petite vingtaine de minutes, voilà, tranquillement. Et on va commencer avec la réponse à la question de la semaine dernière. Est-ce que Egan Bernal est l'archi favori du Giro? La réponse est oui, puisque le Colombien est déjà leader de la course depuis presque une semaine maintenant. Et surtout avec un bel écart sur ses principaux concurrents hier encore, ou plutôt lundi, puisque vous aurez cette vidéo donc mercredi. Lundi, Egan Bernal a encore aggravé son avance d'une trentaine de secondes sur Romain Bardet et Damiano Caruso, portant son avance à plus de 2 minutes 20. Simon Yates a explosé, Alexander Vlasov a explosé, beaucoup de coureurs ont explosé, et finalement, l'écart semble déjà rédhibitoire pour le reste du peloton. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que Egan Bernal a plié le Giro? On va commencer par toi, Thibaut. Question répondue, comme dirait un, un éphémère influenceur, on va dire. Bah là, il a 2 minutes 20 d'avance, on est dans la dernière semaine. Je pense que pour lui, avec tout ce qu'il a montré en montagne, à chaque fois qu'il y avait une étape de montagne, il a creusé l'écart. Et encore, l'étape a été raccourcie, l'étape reine de Cortina a été raccourcie pour cause de météorologique. Il a les capacités de creuser encore plus des écarts et de repousser encore plus loin ses rivaux. Je pense que oui, effectivement, il est imbattable sur cette édition. Il a envie de remporter son deuxième grand tour après le Tour de France. André, est-ce que tu es d'un avis aussi implacable pour toi concernant Egan Bernal? Totalement, je vous rejoins sur cet avis. Pour moi, Egan Bernal est vraiment ultra favori pour remporter cette édition 2021 du Giro. Il a actuellement 2 minutes 24 d'avance et les étapes de montagne se profilent, dès demain d'ailleurs. Et il faut aussi prendre en compte que Geoffroy Bouchard, qui est actuellement leader au classement de la montagne, bah, détient ce maillot, mais que Egan Bernal est juste derrière. Le Colombien va donc chercher à grappiller des points dans les ascensions et pourquoi pas s'offrir ce maillot bleu azur aussi au classement de la montagne, qui sera sans doute peut-être un objectif sur les dernières étapes très, très en altitude pour clôturer ce Giro. On, on a vu beaucoup de coureurs craquer, notamment lundi, avec des conditions météo très difficiles. On devrait encore avoir des conditions difficiles jusqu'à la fin du Giro. Un lendemain d'étape de repos, est-ce qu'on pourrait voir Egan Bernal craquer à son tour, comme l'a fait Yates, comme l'a fait Vlasov, comme l'a fait Remco Evenepoel? Est-ce que c'est peut-être un jour où Bernal peut craquer, que ce soit aujourd'hui ou peut-être en fin de troisième semaine? Je pense à l'étape de vendredi qui sera aussi très compliquée, même si elle a été modifiée. Vous le savez, suite à l'accident de téléphérique qui a eu lieu en Italie, il y aura l'étape de jeudi un petit peu qui ressemble au Tour de Lombardie, l'arrivée à Stradella aussi, où Bernal est peut-être pas favori quand on voit des Remco Evenepoel avec un profil qui leur convient plus, et puis le final avec le San Bernardino là, samedi, c'est pas rien n'est joué. Et puis surtout, bah, le chrono à Milan, Egan Bernal, il peut quand même perdre pas mal de temps sur 30 km. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Bah, même si sur un contre-la-montre, effectivement, il n'est pas forcément favori, je pense que malgré tout, avec l'avance qu'il a sur 30 km, là pour l'instant, il est à 2 minutes 24. Leno Caruso, je pense pas qu'il puisse renverser un tel écart, quoi. Je pense vraiment que l'écart est renversé. Après, peut-être que ça se jouera pour le podium, que ça peut changer, parce que alors, il y a presque autant d'écart entre le premier, Egan Bernal, donc, et son dauphin Caruso.
Et puis ensuite, jusqu'aux 7 premiers, dans lesquels on retrouve notamment Romain Bardet, bon, lui qui n'est pas non plus un Ouais, on va parler tout à l'heure de expert. Romain Bardet. Donc je pense que la lutte sera plus féroce pour le podium. Peut-être même qu'on va, dans les prochaines étapes des cycles de montagne, on assistera peut-être même déjà à une neutralisation entre favoris pour le podium. Voilà. On a vu notamment les IF tenter un coup de force lundi. Est-ce que vous pensez que Bernal peut être attaqué, peut être mis en difficulté, comme je disais, est-ce que tu penses qu'il est capable de craquer Thibaut avant que je te demande l'avis à Andrea? Après, si une équipe s'organise vraiment, Hugh Carty, c'est pareil, dans l'étape de Cortina, il disait être capable de gagner vu les conditions qui, soi-disant, lui convenaient bien. Puis au final, on voit qu'il a pas été en mesure de suivre le rythme. Même si toutes les armadas se mettent à l'attaquer tour à tour, même s'il y a, on va dire, une alliance un peu collective contre le leader Egan Bernal, bon, je pense que même seul, il saura répliquer. Ouais. Par exemple, quand les Astana ont tenté un coup de force dans une descente, bon, bah, il était là, il avait un coéquipier, mais lui, toujours vigilant. Puis même en haute montagne, il a tellement de belles facultés, des capacités exceptionnelles en haute montagne que je pense pas franchement, qu'il puisse être battu. Andrea, est-ce que tu es de l'avis de Thibaut? Est-ce que tu penses que Bernal peut craquer? Il a quand même montré sur certaines étapes un peu des rictus où il était un petit peu moins bien, on a cru qu'il s'allait lâcher. Au final, il s'en est toujours mieux sorti que les autres. Il y a des étapes où on aurait pu croire qu'il aurait mis une praline à tout le monde. Finalement, il a gagné que quelques secondes par-ci par-là. Est-ce que tu le trouves aussi dominateur que la feuille des temps l'annonce? Ou est-ce que c'est simplement les autres qui sont trop faibles et un jour peut-être lui aussi pourra craquer? Bien, lundi, c'est vrai que Egan Bernal nous a montré un petit festival, mais il faut quand même prendre en compte que les dernières étapes de montagne peuvent être dures, et si la météo n'est pas en faveur du Colombien, c'est cela aussi qu'il faut voir, parce que une mauvaise météo ou un coup de froid ou je ne sais quoi, cela peut aussi affaiblir un coureur physiquement. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On a l'impression quand même que Bernal est très fort dans les conditions un peu apocalyptiques qu'on a vu lundi. On l'avait vu aussi en milieu de première semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la grosse attaque d'Ineos à 60 km de l'arrivée. Oui, On a l'impression qu'il aime ses conditions. Je me souviens évidemment de l'Isra en 2019, le jour où il prend le maillot à Julien aussi, avec l'averse de grêle terrible. On sent qu'Egan Bernal, c'est quelqu'un qui aime ces conditions très difficiles. Je dirais pas que c'est ses conditions favorites, mais du moins, c'est celui qui les craint le moins, peut-être, Thibaut. c'est vrai que peut-être qu'il craint moins ces conditions que certains coureurs, mais enfin, moi, je reste persuadé que cela peut avoir une incidence. Après, espérons pas pour le Colombien, mais c'est à voir le temps qu'il fera sur les dernières étapes et les dernières ascensions, parce que ça va encore bien grimper là, dans les dernières étapes, et surtout lors de l'avant-dernière étape. Tu as rajouté quelque chose, Thibaut, ou c'est bon? Non, moi je reste persuadé, je reste convaincu, c'est bon, je vous suis, que Bernal va s'imposer, voilà, je crois en lui. Très bien. Eh ben, on vérifiera ça donc dimanche avec l'arrivée donc à Milan. Et encore 5 belles étapes à suivre dans ce 104e Giro d'Italia. Tu parlais un petit peu du podium, mon cher Thibaut, il y a quelques instants, tu parlais de Romain Bardet. On va s'attarder d'abord au podium et puis on parlera plus du cas du français après. Donc tu l'as dit, hein, de la deuxième à la septième place, ça joue à peu près en 2 minutes 30, avec très peu de coureurs capables de faire des grosses perfs en contre-la-montre. Je pense pas que Chicone, que Bardet soient des gros rouleurs. Est-ce que ça peut finalement faire un petit peu le jeu de cette troisième semaine, c'est-à-dire beaucoup d'attaques pour essayer d'aller chercher le podium, voire peut-être indirectement de mettre Egan Bernal en difficulté? C'est Bah, effectivement, c'est à toi, ouais, Thibaut, pardon. oui. Oui, effectivement, vu que tous ces coureurs qui se tiennent en ouais, quelques 2 minutes 30, vu leur qualité pas incroyable sur l'effort solitaire, bah, ils devront s'appuyer sur leurs équipes. On va produire un travail collectif pour essayer bah, justement d'attaquer le plus possible. Donc ouais, je pense qu'on peut assister à voilà, des salves d'attaque en montagne ou même des tentatives de coups de bordure sur les étapes de transition. Là, ou peut-être même quelques surprises. Mais là, par exemple, les Giulio Ciccone qui a déjà remporté
maillot de grimpeur qui peut avoir plusieurs objectifs et pourquoi pas tenter des coups un peu surprenants, inattendus. Avec ce parcours, on l'a dit quasiment de la montagne tous les jours jusqu'au chrono, hein. Jeudi ce sera l'étape la moins dénivelée, on va dire, mais tout aussi dangereuse, hein, avec ce parcours très similaire au Tour de Lombardie, comme je le disais, qui peut favoriser des profils comme justement des un peu plus attaquants comme Ciccone, comme Bardet, qui aiment bien ce genre de course, un petit peu moins peut-être pour des Caruso, pour des Yates, qui sont un peu plus des profils de rouleurs. Andrea, est-ce que tu es de l'avis de Thibaut par rapport à cette troisième semaine du côté du podium de ce Giro? C'est vrai que j'ai calculé, Romain Bardet, alors il est à 1 minute 22 de retard sur la troisième place. Et actuellement, bah, il est septième, quoi, 5,02 de Egan Bernal. Donc pourquoi pas viser le podium? Mais pour moi, ça paraît peut-être juste pour le podium. Mais pourquoi pas plutôt tenter de remporter une étape sur les dernières étapes qui restent? Ouais, c'est vrai Parce que on voit que Romain Bardet a encore des coéquipiers bah, dans la formation DSM. Il n'y a eu qu'un abandon. Donc, il a ses coéquipiers comparé à d'autres formations quand même qui sont beaucoup plus touchées. Moi, je regardais les Lotto Soudal, il faut rappeler qu'ils sont plus que deux quoi, pour clôturer ce Giro. Donc, moi, je crois en Romain Bardet pour vraiment tenter de remporter une étape sur ce final du Giro. Après, le podium sera peut-être juste, bon, enfin, 1 minute 22 jusqu'à la troisième place, donc pourquoi pas. Mais moi, je vois bien une victoire d'étape. c'est celui qui est apparu le moins épuisé, peut-être le plus en forme derrière Egan Bernal dans l'arrivée à Cortina d'Ampezzo lundi avec Damiano Caruso. Est-ce que cette fraîcheur peut l'aider en troisième semaine, Thibaut? Est-ce que tu le vois être capable de faire la différence et surtout de prendre de l'avance? On sait, il y a le chrono, 30 km, on sait que Bardet ça prend au moins 30 à 45 secondes au kilomètre, ça peut être long, hein. Bah alors Romain Bardet, il est Je à dis 30 à 45 secondes au kilomètre, pardon, 10 secondes au kilomètre. 10 à 15 secondes, c'est mieux. effectivement, il est on vante beaucoup dans les médias, dans le paddock. On vante ses qualités de résistance sur 3 semaines. Après, les adversaires qu'il a en face, bon, il y a le Vlasov, la rigueur, qui est jeune, plus jeune, je crois Il y a une qu'il a inconnue 25 sur ans. Vlasov, hein. On sait pas trop Et sur 3 voilà, semaines. il visait déjà la victoire lors d'une étape. Au final, il s'est fait totalement renverser. Donc, bon, peut-être. Mais bon, c'est peut-être celui qui craquera, qui sortira. Mais bon, à ce moment-là, ça ferait Romain Bardet sixième. Bon, après, il y a Ciccone qui peut-être est moins résistant, moins puissant avec son équipe. Ça ferait 2 places grappillées. On arrive aux portes du top 5. Mais après, c'est pareil. Oui, il faudra profiter notamment aussi peut-être de ses qualités ou en tout cas de ses tentatives. Il n'a pas peur d'attaquer en descente. Donc peut-être que là encore, c'est un moyen de creuser les écarts. Ouais, c'est Globalement, bon, la victoire est presque impossible, à moins d'une grosse défaillance d'Egan Bernal. Et le podium, bah, il va falloir s'arracher. Puis on verra comment le team DSM enclenche sa stratégie. c'est vrai que tu soulignes un point important. On parle beaucoup de l'endurance là sur 3 semaines. Ciccone, on sait, il est pas réputé pour être un coureur de 3 semaines. Damiano Caruso, il n'a pas de grande référence sur cet exercice. Alexander Vlasov, c'est pareil, hein, c'est son premier vrai grand tour où il s'exprime. Hugh Carty, on ne sait pas trop. On a vu c'est sur la Vuelta, il me semble, l'an dernier. Bon, c'est pas non plus la référence encore sur 3 semaines. Romain Bardet, finalement, avec Simon Yates, c'est peut-être celui qui a le plus de références. En Hugh Carty, vous allez me dire, il a fait troisième de la Vuelta. Bon, c'était assez spécial la Vuelta l'an dernier. Est-ce qu'on peut avoir allez, peut-être une bagarre à trois entre Carty, Yates et Bardet? Est-ce que c'est ce que vous envisagez? Est-ce que pourquoi pas Daniel Felipe Martinez de loin, qui est huitième, qu'on n'inclut pas dans le coup, mais qui paraît si fort avec Bernal, peut aussi se dire bon bah moi j'ai envie de jouer aussi un peu ma carte, aller chercher le podium si jamais Bernal conclut le truc des deux mains en remettant une mine. Est-ce que vous pensez que Daniel Felipe Martinez peut rentrer dans cette course-là par exemple? Andrea, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que les coureurs qui sont derrière vont tenter de finir de la place la plus honorable possible et qui vont essayer de grappiller le plus de temps possible. Et c'est vrai que l'écart, comme on l'a dit, entre le cinquième ou le troisième
ou même entre Romain Bardet et la troisième place est assez minime. Et donc oui, totalement. Thibaut, je parlais de Daniel Felipe Martinez, toi ça t'inspire quelque chose ou pas une lutte pour le Bon, podium? effectivement, il est huitième, là, 7 minutes de son leader Bernal. Bon, je pense qu'il est surtout placé en secours pour, à la rigueur, assurer une place d'honneur en cas de grosse défaillance de son leader. Et bon, il devra toujours être présent aux côtés d'Egan Bernal en cas d'attaque d'un rival, d'attaque puissante et sèche. Donc bon, il devrait rester à ses côtés, mais bon, donc ça veut dire aussi rester aux côtés de son leader, ça veut dire assurer un bon temps à l'arrivée. Mais je pense pas qu'il visera, à moins des grosses défaillances d'autres favoris à l'avant. Bon, je pense pas qu'il visera un podium, quoi. Il est encore plus loin que Romain Bardet, dont on vient de dire que ça sera difficile. Donc voilà. Je pense Après, qu'il sera surtout un fidèle lieutenant de Bernal. dans la liste, si on prend le chrono final, dans le sens où on a dit que ça pouvait aussi se regarder, si jamais Felipe Martinez effectivement reprend un peu de temps, avec Simon Yates et Damiano Caruso, c'est clairement les trois qui semblent les plus à l'aise sur le chrono. Hugh Carty peut-être un petit peu plus. C'est vrai que Bardet, Ciccone et Vlasov. Bardet, Ciccone, moi je n'ai pas l'impression qu'ils soient capables d'aller chercher le podium, hein. Il y a vraiment Vlasov, c'est l'inconnu, c'est un peu le facteur X. Et puis Yates, Carty, Caruso, dont on ne sait pas trop s'il peut tenir 3 semaines. C'est vrai que Yates et Carty font figure de favoris à mes yeux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour mettre. On va peut-être essayer de faire un petit pronostic là avant de passer sur le Dauphiné. Un petit pronostic sur le podium. L'ordre dans lequel vous le mettez. Bernal en 1. Thibaut, quel est ton podium toi? Très Carty en deux, allez, parce qu'il est quand même très très résistant, presque insensible de la douleur. Et puis en trois, bon, j'ai envie d'y croire, on va dire Bardet, mais bon, ça va peut-être plus Vlasov. Mais allez, pour être un peu chauvin, Bardet Ouais. en trois. Juste avant que tu conclues sur ton pronostic, il y a un élément dont on n'a pas trop parlé, c'est que Romain Bardet n'est pas du tout accompagné en montagne. Il est très très vite esselé. On va dire son meilleur allié, c'est Chris Hamilton, qui est, euh, qui est 42e au général. Donc c'est vous dire un petit peu à quel point il est esselé comparé justement à des Hugh Carty dont on avait vu Simon Kerr notamment très fort en fin de deuxième semaine. Damiano Caruso qui a toujours payé au Bilbao dans le coin. C'est vrai qu'il est pas trop aidé. Il y a Nick Schulz aussi qui est pas mal Simon Yates. Bardet qui est peut-être le moins bien accompagné. Andrea, pour conclure ton podium, puis après je donnerai le mien. Mon podium, allez, moi je dirais Edan Bernal en première position. En deuxième position, je dirais Carty. Et encore un Anglais pour compléter ce podium avec Simon Yates. Et bien j'ai le même que toi. Voilà, j'ai le même que toi. Pour moi, ce sera Bernal, Carty et Simon Yates. À suivre donc cette troisième semaine du Giro évidemment sur notre site internet sport.fr.com et puis on en reparlera dans le sacré numéro la semaine prochaine. On fera une petite conclusion, un petit bilan de ce Giro. La troisième et dernière partie de notre émission, on va parler critérium du Dauphiné. On va parler un petit peu start list, on va parler un petit peu parcours. J'aimerais, messieurs, parmi la start list, que vous me donniez un petit peu les noms que vous avez envie de voir sur cette course. Est-ce qu'il y a des noms qui, tout de suite, là, vous parlent, ce dont vous avez envie de parler, tout simplement? On va commencer par toi, André. Ah bah alors, en regardant la start list, moi je verrais bien Geraint Thomas faire un bon critérium du Dauphiné. On a aussi, allez, si on veut parler des coureurs français, on a, on a Guillaume Martin qui pourrait peut-être chercher une belle place aussi également. Guillaume Martin qui s'est imposé lundi sur la classique du Mercantour. C'était son retour à la compétition après les Ardennaises. Bon, c'était une course avec pas une grande adversité, mais ça met en confiance en tout cas. Je te laisse continuer, André, excuse-moi. Sinon, je regarde, pourquoi pas Michael Woods, le Canadien qui avec la formation Israël Startup Nation, pourrait se montrer. Bon, il y a aussi Chris Froome qui va prendre part à ce Dauphiné. Donc pourquoi pas, ouais, une petite surprise comme ça du côté de la formation Israël Startup Nation. Ok, très bien. Très bien. Thibaut, est-ce qu'il y a des noms là tout de suite qui
qui te viennent à l'esprit dont tu as envie de parler? Est-ce que tu as des petits coups de cœur, des petits favoris, des choses que tu as envie de Bah voir oui, sur ce critérium? encore. Pardon, excuse-moi. Il y a les deux équipes, les deux armadas, on va dire, les plus fortes du moment. Enfin, en tout cas, c'était surtout vrai l'année dernière. Cette saison, c'est plus incertain. C'est la Jumbo-Visma et Ineos Grenadier qui arrivent bien chargés. La Jumbo-Visma, il y aura notamment Vingegaard et Kruijswijk, plus Sepp encore un jeune. Donc ça fait quand même trois noms assez costauds, notamment pour faire des écarts en montagne. Et puis côté Ineos Grenadier, c'est bien chargé aussi avec Kwiatkowski, Garen Thomas et Richard Carapaz. Donc je pense que c'est les deux armadas qui vont peser sur la course. Mais il y a une équipe peut-être un peu plus en position d'outsider, c'est l'Arkea Samsic, la team Arkea Samsic avec qui démarrera avec Nairo Quintana et Warren Barguil. Donc je pense que ça peut être un duo intéressant qui peut se soutenir dans, on va dire, dans les étapes de montagne. Donc je pense que voilà, ça peut être une équipe aussi un peu inattendue, qui peut faire un bon résultat. Très bien, très bien. Pour ma part, là, moi, je vais être un petit peu plus on va dire dans l'originalité. C'est surtout, je vais voir des noms un petit peu qui pourraient émerger sur ce Tour de France. J'en ai parlé à André en off. Il y a Jaco Haninen, qui est la petite recrue, la petite pépite d'AG2R, là, qui sera aligné avec Ben O'Connor, avec Aurélien Paré-Peintre, avec Olivier Nassen et Greg Van Avermaet. Ça peut être sympa à voir. Sepkus, évidemment, qui est un coureur que j'aime beaucoup, que je vais suivre, à voir un petit peu sa grande forme là qui va approcher. On va suivre évidemment David Godu côté français, savoir s'il est capable de jouer les premiers rôles. Et puis quand on regarde un petit peu, j'aimerais qu'on parle un peu du profil. Alors il y a la grande ascension de la Plagne, qui est l'étape reine du samedi, mais c'est quand même pas de grosses ascensions. On se dit que des coureurs un petit peu comme Lennart Kamna, qui sont pas des super grimpeurs, mais qui sont de bons baroudeurs, capables de passer de beaux cols. Moi, j'aimerais bien le voir aller gagner une étape. Il y a Rafał Majka à voir dans quelle forme il est avec UAE. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui vous parlent? Je pense à Enric Mas notamment, Miguel Angel Lopez qui sera là aussi, qui va faire son retour à la compétition. Est-ce qu'il y a des noms qui vous parlent un petit peu dans ce genre de type de coureur? Thibaut? Ouais, bah ça sera le retour enfin plutôt sur un tour d'une semaine, hein, de Guillaume Martin avec la Cofidis. Donc, même s'il avait été un peu pas décevant, mais en tout cas, il n'était pas au top niveau dans les arrivées décisives en montagne. Je pense que là, bah, il a eu une bonne préparation cet hiver. Enfin, il a eu le temps de faire une petite coupure pour se remettre en jambes. Oui, pourquoi pas aussi peser sur la course. Puis sinon, c'est Miguel André Lopez qui sera toujours un atout de poids, ouais, comme tu disais, pour la Movistar. Miguel André Lopez qui vient de gagner une course. Donc je pense que ça peut être deux coureurs intéressants à suivre. Un profil du critérium du Dauphiné qu'on n'a jamais vu aussi haut en dénivelé. Il y a quasiment pas il y a pas d'étape pour les sprinters, c'est quasiment que des arrivées au sommet, ou du moins très vallonnées, que ce soit dans le massif central avec la première étape autour de Brioude, même si c'est plutôt fait pour les sprinters punchers. La deuxième arrivée à Saug, qui va déjà être beaucoup plus compliquée, puis après, dès qu'on attaque la quatrième étape à partir de Firminy, là c'est vraiment très compliqué. Andrea, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Est-ce que tu as des petits noms aussi à nous suggérer dans le type de cours dont on parlait? Et puis après, on fera nos pronostics avant de se quitter. Oui, d'ailleurs, il y a un coureur qu'on n'a pas parlé, c'est Nairo Quintana. Je le vois bien faire réaliser aussi une performance intéressante sur ce 73e critérium du Dauphiné. Il y a des étapes qui pourraient lui correspondre assez vallonnées, comme tu as dit. C'est sûr, il n'y a pas une étape plate sur le Dauphiné. C'est vraiment une course parfaite pour préparer les échéances à venir et surtout le Tour de France. Et moi, je mettrais bien aussi une petite pièce sur Nairo Quintana. Et je ne l'ai pas dit au départ, mais oui, maintenant je le dis, je mettrai une petite pièce sur lui. Très bien, très bien. Eh ben, on va passer au pronostic. Ben, Andrea, je te laisse la main. Est-ce que tu peux me donner ton podium de ce critérium du Dauphiné? Podium du Critérium du Dauphiné. Alors, bon, je resterai sur le premier choix que j'avais dit.
avec Garen Thomas qui le remporte. En deuxième, je mettrais peut-être Miguel Angel Lopez, pardon. Et en troisième position pour clôturer le podium, allez, Nero Quintana. Très bien, très bien. Beau pronostic. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Bah, moi, je reviens à ce que je disais au début. Je pense que ça sera un duel, encore une fois, entre Jumbo-Visma et Ineos Grenadier. Alors, premier et deuxième, bon, je dirais plutôt premier Garen Thomas pour ses capacités en contre-la-montre. Deuxième, Richard Carapace. Et puis en troisième, sur le podium, Seb Kuss. Je pense que ça sera la révélation de ce team Jumbo-Visma. Voilà. Enfin, la révélation, je veux dire la confirmation même plutôt. Voilà. Mais au plus haut niveau sur un podium de Tour d'une semaine. Très bien. Bah, moi, je vais aller de ma petite surprise aussi. Je pense que Miguel Angel Lopez va remporter cette course. Parce que c'est vraiment dans son type de qualité de course. Puis ils ont emmené une grosse équipe, la Movistar. Deuxième, je vais mettre Garen Thomas, évidemment. Et puis en troisième, moi, je vais mettre David Gaudu. J'hésitais avec Steven Kreuzweig, qui je pense sera pas loin du compte, mais je pense que David Gaudu est prêt. On va voir dans quel état de forme il est. Euh, ouais, ça me paraît être aussi une course qui peut lui plaire. Il n'y a pas trop de chrono, il y a beaucoup de montagnes. Donc c'est vraiment les vrais grands grimpeurs qui vont pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est dans ses qualités à David Gaudu. Merci messieurs pour vos pronostics. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de ce sacré numéro. Un sacré numéro un petit peu plus raccourci cette semaine. On voulait pas trop s'attarder. On fera beaucoup plus d'analyse la semaine prochaine avec un numéro peut-être un petit peu plus long pour débriefer entièrement le Giro et puis ce début de Critérium de Dauphiné, voir nos premières conclusions et se diriger tranquillement vers le Tour de France. Fin juin, merci Andrea, merci Thibaut. Et on se retrouve la semaine prochaine Merci Romain. pour un nouveau numéro du sacré numéro. Merci, bonne semaine à tous.